Puis, on va parler d'ArcelorMittal, des différents ratios et de voir si on est là dans un range et qu'on peut sortir par le haut et repartir vers une belle époque comme on avait eu ici, ou si définitivement c'est une société qui se meurt doucement et qui n'a aucune perspective d'avenir. Alors si on commence par les news, ArcelorMittal en hausse de plus de 5% sur un CAC 40 en léger repli. Après 5 semaines de hausse d'affilée qui l'ont propulsé à des nouveaux records, le CAC 40 est retombé d'environ 0,4% aujourd'hui en termes d'une séance animée par la hausse des prix du pétrole et une OPA dans le secteur de l'acier. À une semaine de Noël, la tendance était aujourd'hui aux prises de bénéfices à la Bourse de Paris en termes d'un rallye boursier entamé dès la fin octobre avec la perspective que les banques centrales pivotent l'an prochain, c'est-à-dire qu'elles laissent progressivement de côté leur politique restrictive et entament une décrue de leur taux d'intérêt. Alors ça, on a fait une vidéo là-dessus pour voir un petit peu les conséquences que ça allait avoir. Je vous la mets ici, là-haut, si jamais vous voulez aller voir, parce que le contexte macroéconomique n'influe pas extrêmement fortement sur des sociétés de belles valeurs, mais ça peut quand même mettre un frein, c'est vous pouvez avoir le vent dans le dos ou nager à contre-courant, donc ça peut quand même jouer et ça peut surtout jouer vous pour votre politique d'allocation du capital, savoir comment vous allouer au sein de votre portefeuille ou voire même en dehors de votre portefeuille. Après 5 semaines de hausse d'affilée qui lui ont permis de gagner 7,6% et d'atteindre un pic historique, le CAC a lâché à 0,37 aujourd'hui pour clôturer à 7568 points. Un géant japonais de l'acier met la main sur US Steel. L'indice Tox associé au secteur des ressources de base signe la plus forte hausse en Europe et ArcelorMittal a gagné plus de 5% grâce à l'union de deux poids lourds de l'acier. Emblème de l'industrialisation des États-Unis, US Steel va être racheté par le concurrent japonais Nippon Steel pour 14,9 milliards de dollars, dettes comprises, ce qui donnera naissance au deuxième groupe sidérurgique mondial et au premier en dehors de la Chine. À Wall Street, le titre US Steel bondit de 27%. Les indices Dow Jones, S&P grappillent quelques fractions après avoir consigné vendredi leur 7e semaine consécutive dans le vert, bien aidé par le verdict de la Réserve fédérale mercredi. La Fed tape pour le moment sur 3 baisses de taux en 2024, mais le marché, lui, voit plus grand et mise sur 5 voire 6 baisses. C'est trop, ont dit en substance plusieurs membres de la Banque centrale américaine. Joe Williams, Raphaël Bostic, Austin Glosby et encore ce lundi, Loretta Mester ont averti que le marché financier s'emballait et prévoyait des baisses de taux dès le mois de mars. Alors pourquoi on a parlé des taux? Tout simplement parce que l'entreprise sidérurgique, forcément, c'est directement lié à la valorisation ou la dépréciation des monnaies fiat. Si vous avez derrière une énorme inflation, donc une dévalorisation de la monnaie, forcément les métaux précieux et tout ce qui est associé, fer, cuivre, etc., montent aussi. Ils coûtent plus cher. Alors vous voyez comme vous voulez, ça dépend du point de vue, mais où avec 1 euro, vous achetez à présent moins de métal qu'il y a 20 ans, ou le métal en question vaut plus cher qu'il y a 20 ans. Dans tous les cas, il faut débourser plus pour avoir la même quantité. Donc, ou vous considérez que c'est le métal qui a augmenté, le prix du métal qui a augmenté et votre euro n'a pas bougé, ou c'est votre euro qui se déprécie et le métal n'a pas bougé. Bien sûr, avec ça, on ajoute, en dehors de l'inflation, on ajoute le fait qu'il peut y avoir des réserves qui deviennent de plus en plus faibles, ce qui fait que le matériau en lui-même devient de plus en plus rare. On n'est pas énormément concerné, surtout sur des grosses caps comme ArcelorMittal qui derrière ont beaucoup de secteurs différents. Quand on regarde sur Zone Bourse, on a ArcelorMittal et le numéro 1 ArcelorMittal est le numéro 1 mondial de la sidérurgie. Le CA par activité serait parti comme suit. On a vente d'acier plat de carbone, 56,1%, donc bobine d'acier laminé chaud, froid, tôle revêtue. Bande d'acier long carbone, 21%. Poutrelles, rond à béton, acier marchand, etc. Vente de produits tubulaires, vente de minerais de fer et de charbon et autres. Donc là, pour le fer, on n'est pas réellement concerné. Là où on pourrait être concerné, c'est au niveau du 58,9% en Europe, ce qui veut dire que si derrière l'Europe arrive dans une récession, voire une stagnation, on pourrait quand même ne pas avoir de croissance, voire une légère décroissance sur les années à venir. Évidemment, c'est pas parce qu'on va arriver en récession que tout va être divisé par 10, mais ça peut impacter de quelques pourcents sur le chiffre d'affaires. Donc si on en revient à notre graphique, on pourrait avoir, si jamais il y a de l'inflation ou de la dévaluation de la monnaie, peu importe, le métal, le fer qui s'apprécie avec le temps et qui se vend plus cher et on pourrait repartir vers une hausse. Oui, mais même si le métal se vend plus cher, il y a plusieurs manières d'investir. On peut acheter directement la matière première ou les sociétés justement qui en fournissent, qui en vendent, bref, de tout ce qu'il y a dans le circuit entre l'extraction et la vente finale du produit transformé. Maintenant, il faut choisir de bonnes sociétés. Et on va voir pour ArcelorMittal si c'est le cas.
Si on regarde le chiffre d'affaires, on n'est pas vraiment en constante augmentation. Alors on a eu un énorme pic ici en 2005, 2007, 2008, mais globalement depuis 2008, on ne fait pas grand-chose. On n'augmente pas réellement. Alors évidemment, on n'a pas non plus de hausse spectaculaire du prix du fer. Ici, je vous mets un petit graphique du prix du fer, en gros, depuis 2009. Donc, on voit bien qu'on était quand même sur un long range. On a eu le pic haussier logique avec tout ce qui est inflation, hausse des matières premières. Mais globalement, entre ici, début 2021 et donc 2009 et début 2021, on était quand même globalement sur un range, même s'il y a eu des hauts et des bas, mais globalement, pas de tendance significative. Si on revient ici maintenant au niveau des revenus nets, les revenus nets, pareil, on est relativement stable. Alors forcément, on suit un petit peu le cours du fer. On ne dégage pas énormément de bénéfices, on n'optimise pas forcément non plus, donc c'est directement lié. Si on regarde au niveau des marges nettes, les marges nettes, donc on était en décroissance jusqu'en 2016, mais on est même passé dans le négatif. Et recroissance et surtout le pic en 2021. Mais attention, avant on était à 5-6%, allez 6%, 2019 moins 3%, 2020 on pourrait comprendre puisque comme tout a été stoppé, toutes les chaînes d'approvisionnement, etc., forcément ça peut impacter. Mais alors on a eu le 19% qui a sûrement épongé les 2 années d'avant. Par contre en 2019, on n'avait pas eu de crise sanitaire, donc on était quand même dans le négatif comme ici. Si on arrive maintenant aux actions, au nombre total d'actions en circulation, on a une hausse permanente et on voit bien que, alors on arrive à tenir quelques années, mais on redilue, on rachète massivement depuis 2021, mais est-ce que c'est pas parce qu'on a eu énormément un gros bénéfice et qu'on en a profité pour racheter et revenir à un niveau correct? Est-ce que ça peut se poursuivre? Est-ce que c'est une nouvelle équipe de management? À voir, il faut aller lire les rapports financiers, mais globalement la tendance est quand même à la dilution, à voir s'il y a eu un changement ici, si la direction a changé d'avis ou même si la direction a changé, ce n'est plus les mêmes personnes, à voir. Sinon, dans le cas contraire, si c'est toujours la même stratégie qu'avant et la même équipe dirigeante, j'ai bien peur qu'on reparte vers de la dilution dès que ça sera possible. Si on passe au screener 2, Screener 2, on a un rocher qui est relativement moyen. On est sur du 21%, ce qui est très bien pour les bonnes années. Mais le souci étant que ce n'est pas tout le temps le cas. On a ici donc un très bon rocher, mais on arrive ici à du 0%, 5, 2, moins 7 et on descend à moins 26 en 2015. On remonte, donc on sait faire sur des bonnes périodes, comme ici, mais c'est directement lié au cours et au prix du fer. Et donc le rocher ne dépend pas forcément de la société ou pas en intégrale partie, puisque la société a sûrement des billets d'optimisation, mais on voit bien que globalement c'est la même société d'une année à l'autre ou sur quelques années, et le rocher passe quand même de 23 à moins 7, repasse à plus 6, à moins 6 et à plus 34. Donc on voit bien que même si la société est optimisée, elle dépend très fortement, en tout cas son rendement, sa rentabilité dépend très fortement du métal. Au niveau des free cash flow, pareil, on n'est pas en extra grande forme, on a des belles années à 8 milliards, 6 milliards, 3 milliards, puis après on est dans le négatif à moins 2 milliards et on stagne, on tient la tête hors de l'eau globalement jusqu'à ce qu'on ait un nouveau cycle haussier qui permette d'avoir du coup des chiffres comme ça, comme 5 milliards et 6 milliards 2 années d'affilée. Au niveau du price to free cash flow, on est relativement bas tout simplement puisque justement c'est une cyclique et qui est directement liée au prix du métal et forcément comme pas beaucoup de gens savent prévoir l'avenir des métaux, et surtout les contextes géopolitiques et macroéconomiques qui font que des fois une matière devient très rare, comme le pétrole lors des conflits, ou la ferraille par exemple lors aussi de conflits ou de nouveaux jeux stratégiques. Forcément, on a de ça, on doit intégrer ça dans le cours, donc forcément les PER sont relativement bas. Les investisseurs n'accepteraient pas de payer un PER de 30 ou 40 fois. On réserve ça à des sociétés en très forte croissance et pas du tout à une société qui dès l'année prochaine peut être dans le négatif. Donc on a un PER très très bas, ce qui pour un investisseur tout de suite sans regarder pourrait se dire c'est génial, un PER de 5, ça fait partie des PER les plus faibles. Si j'investis aujourd'hui, dans 5 ans, je récupère ma mise et après, alléluia, c'est parti pour 25 ans de pur bénéf. Non, puisque comme on l'a vu, on peut avoir des années à négatif, donc ça veut dire que la société perd de l'argent et elle dilue l'actionnariat pour rattraper, voire elle s'endette. Donc on a un PER de 5 qui est ici relativement facial, puisque l'année prochaine, le PER peut partir en vrille, on le voit comme ici, passer à un PER de 15, repasser à un PER de 3, remonter à un PER de 9. Donc peut-être que sur toute la période d'investissement, le PER moyen sera de 10-15, donc
comme les autres sociétés. Finalement, le marché est plutôt efficient en général sur les gros secteurs, même s'il y a toujours des anomalies sur les sociétés. En général, sur des secteurs entiers, c'est plutôt efficient. Attention, il y a toujours des cas particuliers, mais globalement là, ce n'est pas pour rien si on a un PER aussi bas. C'est pas anodin, c'est justement parce qu'il y a du risque, et le risque est bien là puisqu'on a vraiment des années bien négatives. Donc à vous de voir si vous pensez que le métal peut repartir très fortement pendant de nombreuses années, puisqu'il ne faut pas seulement une année ou deux, il faut pas mal d'années pour justement que la société puisse se développer et gagne pas mal en croissance, puisque si c'est juste une année, elle va récupérer et éponger les dettes des années précédentes, il faudrait plusieurs années pour réussir à avoir une société de nouveau en croissance. Si on passe au screener 3, le screener 3, donc j'ai remis les revenus nets, le PER est donc de 5, donc on est relativement sur un PER toujours bas comparé à la moyenne des sociétés du marché. Si on regarde ici au niveau de l'endettement, ce qui est une bonne chose, on réduit drastiquement l'endettement. C'est une des premières bonnes nouvelles et vraiment excellente puisque on passe quand même de 18 milliards à seulement 2,5 milliards, ce qui est une très bonne chose. Il y a des années où on se réendette un peu, mais globalement la tendance est à une très forte baisse, ce qui est une très bonne chose. Au niveau des capitaux propres, on a une stagnation, des fois on monte, des fois on baisse, ça doit sûrement prendre en compte les stocks, etc. et tout ce qui est les mines, à aller vérifier forcément, mais globalement ça ne me surprendrait pas qu'on prenne tout ça là-dedans et que forcément ce soit relativement cyclique. Pas de hausse phénoménale, mais comme on a un endettement qui réduit drastiquement, on ne peut pas non plus et réduire la dette drastiquement et racheter des concurrents ou conquérir de nouveaux marchés, c'est relativement difficile. Au niveau de la market cap, on le voit bien, on est dans un cycle logique, donc à voir si vous considérez que comme ici, on est en bas d'un cycle et qu'on peut remonter, alors même si ici c'était pas un cycle puisqu'on était en 2020, c'était la pandémie, mais on voyait bien quand même que le cycle est en train de se retourner, donc en 2019, à voir si vous étiez en bas d'un cycle et que vous voulez profiter d'une nouvelle hausse, ou est-ce que c'était juste un soubresaut de la crise sanitaire, plus après le contre-coup de l'inflation et qu'on va repartir sur un milieu de range, et là si on est au milieu d'un cycle, le souci étant que ça peut partir à la baisse comme à la hausse, et c'est une chance sur deux. Évidemment, avec tout ce qui est inflation et tout ce qui est les impressions monétaires, on pourrait penser que le métal et toutes les autres matières premières vont s'envoler, mais comme on a aussi des taux d'intérêt qui sont montés pour restreindre l'économie, comme les taux d'intérêt sont plus chers, forcément les matières premières baissent, puisqu'on est plus du tout dans le quantitative easing, mais plutôt dans le tightening, et si en plus avec des taux d'intérêt élevés, on va vers une récession ou juste un ralentissement de l'économie et qu'on arrive à une économie à peu près à l'équilibre, c'est pas à ce moment-là où les matières premières vont grimper. Donc, on pourrait se dire que ArcelorMittal, même si c'est une entreprise moyenne dans un secteur qui est cyclique, il faudrait peut-être attendre un petit peu pour voir si le cycle repart plutôt à la hausse ou plutôt à la baisse. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil d'investissement, je vous donne juste un cadre de réflexion, les questions que vous devez vous poser, surtout les réponses que vous devez apporter et voir les différents scénarios que vous avez et voir si justement vous vous placez ou pas à 100% ou à 0% ou une position intermédiaire et que vous comptez rentrer progressivement les futures années ou que vous mettez juste un doigt de pied pour voir ce que ça donne et que vous verrez et vous jugerez dans un an ou deux si vous avez bien fait ou pas. C'est à vous de voir et moi je vous dis à la prochaine. Salut!